These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently, they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. If you want a good smoke, try one of these. You will meet Bill, who once took pride in his strong will as he takes the first step toward enslavement. Of course, if you're afraid. Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. See this important film now, before it is too late. Alors, Monsieur le Président, il est clair que le député de Pontiac n'a jamais vu la résonance magnétique, les images du cerveau d'un enfant qui a consommé de façon chronique et répétée du cannabis et qui voit son cerveau rapetisser au fur et à mesure de sa consommation. Il n'a jamais vu un enfant qui arrive à l'urgence en coma juste à une consommation de cannabis. Il n'a jamais vu la détresse d'un parent qui voit son enfant devenir psychotique à cause de la consommation de cannabis. C'est ça la science, Monsieur le Président. Ça nous fait une belle jambe. Ça fait un beau 360 en 90 ans. Ça change, plus c'est pareil. Je pense qu'on peut voir ici des choses amusantes quand même. Là, le film Reefer Madness, si ça vous intéresse, c'est disponible gratuitement sur YouTube, plein de places. C'est un très, très mauvais film, mais quand même assez drôle parce que justement, ça fait pas exprès pour être drôle. C'est pas des blagues. On prenait ça au sérieux dans ce temps-là, la marijuana. Et comme vous pouvez voir, allez voir le film, c'est correct. Mais je pense qu'avec la bande-annonce, vous avez pas mal l'idée. Et M. Carman, lui, le ministre de la Santé, aujourd'hui, est en train de nous donner pas mal le même langage. Ou est-ce que c'est vraiment le même langage? Bon, c'est ça qu'il faut vraiment se poser comme question. On voit très bien dans le premier clip. Bon, avant le premier clip, là, avant les années 30, si vous reculez assez, là, la marijuana, c'est même pas illégal. Fait que personne n'en parle, c'est pas si intéressant que ça. Bon, il y a plein de drogues qui sont sur le marché. Vous pouvez acheter jusqu'à la fin des années 1800, début des années 1900, vous pouvez acheter de la cocaïne, de l'héroïne, plein d'affaires, des produits pharmaceutiques, des vins renforcés à la cocaïne, etc. Tout ça est vraiment, vraiment légal. Là, évidemment, à un moment donné, aux États-Unis, on va faire la prohibition de même l'alcool. Fait que là, d'un coup, on passe d'un peu free-for-all, tout va, à boum, il n'y a plus rien, on n'a plus droit à rien. La marijuana, va quand même, ça ne fait pas partie de la prohibition. La prohibition, c'est vraiment, quand on dit la prohibition, c'est la prohibition de l'alcool aux États-Unis au début du 20e siècle. Il y a une prohibition aussi de la marijuana qui va s'installer un peu plus tard. C'est deux choses complètement différentes. Et vous voyez dans le film à quel point on montre comment cette drogue-là est vraiment tellement dangereuse, là. Puis c'est sur des jeunes, bon, c'est pas des enfants, comme dit M. Carman. M. Carman, c'est pas des enfants dont il parle non plus. Son projet de loi, ça va s'appliquer aux 18-21 ans. Parce qu'avant, on avait le droit à 18, là, ça va être 21. Donc, c'est ceux-là, c'est les 18-21 ans, c'est pas des petits-enfants non plus. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans le film de Reefer Madness.
Dans Reefer Madness, on voit vraiment que ça, c'est une drogue qui mène directement vers l'enfer, qui est le gateway drug de tous les vices, la sexualité avant le mariage, toutes sortes d'autres cochonneries de ce genre-là. Et je pense que le Dr Carman a un discours quand même un peu différent. Il est beaucoup plus, en fait, scientifique. Hein? C'est la science. Lui-même étant un docteur, donc il se met le manteau de la science. Il ne met pas littéralement le manteau blanc, mais presque. Et vous ne connaissez pas ça. Vous n'avez pas vu ça. Etc., etc. Et lui, se donne cette autorité-là de connaître ces choses-là et non pas de juste en parler comme d'un point de vue politique. Très important. Lui, il ne fait pas de la politique, il fait de la médecine. C'est de la médecine. On va transformer le savoir médical en savoir légal. Puis le reste entre les deux, on n'a pas besoin de savoir ça. Il y a aussi un petit peu le discours du risque là-dedans. C'est sûr que quand on parle de psychose, puis je me souviens plus c'est quoi les autres exemples qu'il donne, bien clairement, on n'est pas en train de dire que, visiblement, ça serait faux, là. On n'est pas en train de dire que chaque personne qui consomme du cannabis devient psychotique, hein, parce que sinon, on remplirait nos hôpitaux. Donc, c'est une question de risque encore. Et si le citoyen averti doit être conscient des risques, et l'État averti, l'État responsable, doit prendre les risques en considération. Parce que s'il ne prend pas les risques en considération, le problème social de la consommation de marijuana, faites attention, c'est bien un problème social, ce n'est pas un problème individuel. C'est un problème social que les jeunes prennent la marijuana. Et donc, le gouvernement va venir le régler pour nous. Quand c'est un problème purement personnel, comme il semble être le cas plus pour l'alcool. Si vous avez un problème d'alcool, c'est un problème personnel. Et ce problème personnel-là, vous le réglez personnellement. On va peut-être vous donner quelques outils. Sinon, il y a le communautaire et le privé qui peut vous donner d'autres outils. Mais grosso modo, c'est à vous de vous débrouiller avec votre problème personnel. À partir du moment où c'est défini comme un problème étatique, un problème, social, ça devient une responsabilité étatique, parce que c'est comme ça qu'on soit à l'État. L'État doit se charger des problèmes sociaux. Ça date depuis Durkheim, tout ça. Durkheim disait déjà aussi, moi, je suis le médecin du corps social, puis je vais mettre le doigt sur le bobo, puis après ça, je vais informer les politiciens pour leur dire, ici, c'est dysfonctionnel, il faudrait faire ça, pour guérir le corps social, pour qu'il puisse fonctionner. Hein. C'est le fonctionnalisme. Et si vous vous souvenez du texte de Durkheim, c'est la métaphore du corps humain. Presque tout le temps, c'est des métaphores médicales après métaphores médicales dans ce texte-là. Donc, on a cette distinction-là, je pense, entre le Dr Carman et Reefer Madness. Entre les deux, il y a eu d'autres formulations du problème. C'était plus pareil. Après les années 40, à partir des années 60, on tombe dans une dépendance beaucoup plus psychologique. On a une sorte d'habitude, une dépendance psychologique aux drogues. On n'est pas capable de s'en passer, mais c'est plus dans notre tête que ça se passe que dans la caractéristique de la drogue elle-même. Et donc, la marijuana, ça va être ça. Mais après ça, on va commencer à penser, puis c'est un peu encore le modèle de pensée aussi aujourd'hui. Écoutez, s'il y a des choses que les gens font de manière compulsive, peut-être que toutes ces choses-là compulsives sont également des dépendances. Donc, dépendance au jeu, dépendance au shopping, dépendance au travail, workaholics, dépendance à ci, dépendance à ça. Ah oui, parce que là, c'est plus dans la substance qui est le problème. C'est pas dans le jeu qui est le problème, c'est pas dans le shopping, c'est pas dans le travail. C'est bien dans la personne. Et la personne a un défaut psychologique. C'est pas vraiment médical, mais c'est psychiatrique, ça touche le médical, mais c'est pas médical au sens de physiologique. Et la personne devient habituée à prendre cette drogue-là ou à avoir ce comportement-là, et donc ne peut plus s'en passer. Il commence à le faire de façon obsessionnelle, frénétique. Mettez le nom que vous voulez là-dessus. La dépendance, cyberdépendance aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a quelque chose dans le cyber qui vous rend dépendant. C'est parce que vous êtes défectueux. Il y a quelque chose ici qui ne marche pas et qui vous rend vulnérable à une cyberdépendance. Hein. Et donc, toutes ces choses-là sont contestées de tout plein d'angles, en fait, parce que la dépendance, c'est défini souvent de façon extrêmement floue. Mais c'est pas ça qui est important. L'important pour le cours en sociocrime, on se penche vraiment sur les problèmes sociaux. Là. Et on essaie de voir comment un problème social n'a pas, en fait, à travers ces exemples-là, le problème social n'a pas vraiment une réalité propre. C'est pas, vous voyez au début, là, dans les notes, on parle de comment est-ce qu'on fait pour définir c'est quoi un problème social. Vous avez vu qu'il y a toutes sortes de méthodes.
ces méthodes-là sont contradictoires et forcément ne donneront pas les mêmes résultats. Et vous arrivez en fin de compte à une position constructiviste, c'est la dernière position, celle de Specter et Kittius, entre autres, ce ne sont pas les seuls à dire ça, bien sûr, mais Specter et Kittius sont connus pour ça. La position constructiviste, c'est de dire, ben écoutez, les problèmes sociaux, c'est peut-être bien intéressant, mais qui réussit à définir quoi, comment, c'est pris en charge par qui paye, etc. Donc, tout l'espèce de système du problème social, un système de production de l'étiquette devient super intéressant parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent essayer de mettre la main sur le problème, si on veut, puis de le définir, puis de le posséder, puis de dire ça, c'est pas mon problème au sens où j'en souffre, mais mon problème au sens où moi, je suis capable de le reconnaître, puis en général, je suis capable de sélectionner les bonnes stratégies qui vont réussir à réduire ou même peut-être à résoudre ce problème-là. Donc, c'est un peu ça qui devient l'aspect intéressant pour Specter et Kittius, c'est comment est-ce que cette personne-là réussit à se positionner à cet endroit-là qui lui permet de dire ça. Ben, c'est sûr que tout le monde peut lever la main et dire « moi, je sais c'est quoi le problème ». Mais c'est pas tout le monde qui va se faire écouter par la machine étatique, par exemple, puis qui va voir des suites à son opinion sous forme de politique, budget, loi, règlement, etc. Ah, ça, c'est une autre affaire. C'est qui va avoir le pouvoir réel? Et souvent, ben, il va y avoir plein de groupes différents qui vont se faire aller des coudes pour chacun se positionner, pour essayer de définir ou de posséder le problème, si on veut. Et c'est ça qui devient vraiment fascinant dans l'étude des problèmes sociaux. C'est exactement là. Les problèmes sociaux, c'est bien plus large que le crime. Mais le crime, malgré ce que Durkheim en disait il y a plusieurs années de ça, aujourd'hui, quand on dit le crime ou la criminalité ou les criminels autour de nous, clairement, ce qu'on veut dire, c'est-à-dire, on parle d'un problème. La plupart des gens, les personnes vont dire, ben non, le crime, c'est bien correct, ça sert à une fonction dans la société. Peut-être que Durkheim a raison, mais je ne sais pas l'opinion, c'est pas l'opinion la plus répandue, disons. Dans l'opinion publique, le crime, c'est un problème. Et les gens veulent le définir, veulent dire, c'est vraiment le crime au complet, mais ça peut être, vous pouvez en découper un morceau. Moi, je possède l'agression sexuelle. Je sais comment la définir, je sais comment débloquer des fonds, des stratégies, des lois, des règlements, afin de contrer l'agression sexuelle de la manière que moi je l'ai définie. Et puis là, vous avez plusieurs groupes qui essaient de tirer un peu la couverture de leur bord. Les drogues, c'est comme le plus évident de la Terre, on est en plein dedans. C'est une légalisation qui est semi-controversée, mais que tout le monde essaie de faire un peu de millage politique dessus. Tout le monde essaie de dire, moi, c'est moi qui ai la meilleure position sur les drogues, votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Bon, donc ça, c'est vraiment intéressant de voir comment plusieurs groupes sociaux se sont positionnés face à la légalisation de la marijuana. Là, on commence à parler de, oh ben là, ouais, on légalise la marijuana, puis ça a l'air quand même pas si mal. Bon, ça fait comme 5 minutes que c'est légalisé, c'est peut-être un peu tôt pour juger, mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein? Tout le monde disait, on avait un décompte. Plus que 20 jours avant la légalisation, plus que 19, 18, 17, plus que 2 heures avant que le premier magasin ouvre, ça va être l'enfer. Finalement, ben, il n'y a rien passé du tout, bien sûr. Mais là, on commence à dire, ben là, OK, hein, peut-être qu'il y a d'autres drogues qui pourraient être légalisées aussi. On a interdit vraiment beaucoup d'affaires. Une nouvelle drogue, on introduit tout de suite un effet, ça a un effet psychique, pouf, on l'interdit tout de suite. Là, ça veut dire que la liste de choses qu'on a interdites s'est allongée pas mal dans les, disons, 20 dernières années. Et peut-être qu'il y aurait lieu de revoir cette liste-là. C'est ça qui revient sur la table maintenant. Quel groupe va s'emparer du problème puis le définir de quelle façon? Ça a un effet direct évidemment, sur la criminalité, les criminels, la victimisation, les marchés criminels, etc., etc. Parce que celui qui va réussir à tirer toute la couverture de son côté, puis avoir les lois, règlements, budget, pouvoir policier, etc., qui vont avec la façon dont lui ou elle a défini ce problème-là, ben, c'est ce qui va être la réalité à partir de ce moment-là. La réalité de la lutte à la drogue ou de la légalisation partielle, etc., etc. Donc, la légalisation de la marijuana, fascinant, c'est vraiment le fun d'être à cette époque-ci puis de voir ça. C'est pas toujours qu'on voit un débat vraiment public, massif, sur une décriminalisation. Il faut bien faire attention, c'est une décriminalisation, hein, c'est vraiment pas une légalisation à tout crin, au sens où ça devient maintenant,
aussi facile de vendre du cannabis que de vendre une barre de chocolat. Bon, clairement, on a multiplié le nombre de restrictions, de lois, de règlements qui s'appliquent. Il y en a bien plus qu'avant. Avant, c'était juste non. Maintenant, c'est oui, mais. Donc, il y a toute une foule de conditions qui s'appliquent. Donc, on a plus de règlements qu'on en avait avant. Sauf qu'on n'a plus le règlement criminel. Donc, ça ne fait plus partie du code criminel. Donc, en tout cas, la possession, puis etc. Il y a quand même des bouts qui peuvent être criminalisés également. Donc, ça, c'est le premier exemple pour le problème social. Le deuxième exemple, super intéressant également, c'est l'exemple de la désubordination. C'est Ralph Miliband qui a inventé ce mot-là, de désubordination, dans les années 70. Il a dit « Il semble y avoir depuis 20 ans là, un mouvement très important, un mouvement social, culturel, si on veut, généralisé dans l'Occident. » Mais lui, il parle à partir de, bien sûr, là, c'est un Britannique, donc c'est sûr que c'est la société britannique qui l'intéresse au premier plan. Mais il dit que ça semble se passer un peu partout dans l'Occident. Une des choses les plus importantes, quelque chose qui est une caractéristique de nos sociétés, puis qui va devenir encore plus une vérité dans les années qui s'en viennent, c'est que les pouvoirs institutionnalisés, classiques ou traditionnels, si on veut, sont en perte d'autorité très, très importante. On ne parle pas d'autorité légale ici, on parle vraiment de l'autorité sociale. Bon, par exemple, la religion. La religion dirige plus vraiment la vie des gens, de moins en moins. Le clergé n'a pas vraiment d'autorité. Bon, les gens, ils vont peut-être encore à la messe, etc., mais il y a de moins en moins de gens qui se reconnaissent comme étant religieux, de moins en moins de gens qui se reconnaissent comme faisant partie d'une église, puis même ceux qui en font encore partie d'une religion organisée, de plus en plus, ils prennent leur liberté, hein, ils n'écoutent pas le catéchisme, ils suivent pas le catéchisme à la lettre, ils suivent pas les règlements, les politiques, etc., du Vatican, si c'est des catholiques, ou enfin bref, c'est plus ce que c'était pour la religion. Il y a aussi l'autorité parentale qui est en diminution assez marquée. Les jeunes sont de moins en moins influencés, de moins en moins impressionnés par l'autorité parentale. Même l'autorité, généralement, des adultes dans le voisinage, les adultes du voisinage qui n'ont pas de lien de parenté avec les jeunes, ils n'ont plus l'autorité qu'il y avait sur ces jeunes-là. C'est vrai aussi pour le gouvernement. Bon, le gouvernement, c'est sûr qu'il peut faire manifester son autorité à travers des lois, mais de plus en plus, quand les lois font pas l'affaire, les gens sont dans la rue en train de protester. Et quand les gouvernements, par exemple, le mouvement des droits civils, c'est un assez bon exemple aux États-Unis, où, en fin de compte, on a des manifestations massives contre des lois qui sont injustes, qui sont dites injustes. Et donc, cette autorité-là, de dire, c'est la loi, donc c'est la loi. Mais ça existe plus. On a eu ça peut-être 60, 70 ans, parce qu'il y a eu quand même des révolutions avant aussi. Donc, je ne veux pas dire que les êtres humains ont toujours été très obéissants, mais il y a eu une période d'obéissance, puis là, elle est terminée. On tombe dans une période de désubordination. Le citoyen ne se sent plus subordonné à ces pouvoirs-là. Donc, bref, il y a encore des lois, il y a encore des pouvoirs publics, il y a la police, il y a toutes ces choses-là, bien sûr, mais elles n'ont plus automatiquement une autorité morale. Il faut qu'elles prouvent leur autorité morale pour que les gens suivent ça. Et ça se produit un peu partout dans le monde. Et Ralph Miliband, lui, il constate ça, puis lui, il est bien content de ça. c'est un écrivain, c'est un chercheur qui est plutôt du côté marxiste, si on veut, là. Donc, lui, ça fait bien son affaire. Mais évidemment, il y a tout un pan de la société qui remarque la même chose. Que les gens plus conservateurs vont remarquer la même chose. Ils vont plutôt tirer la sonnette d'alarme en disant « Oh, un instant, où est-ce qu'on s'en va? C'est le chaos, c'est la fin du monde, la fin de la civilisation moderne. Qu'est-ce qu'on va faire? Les jeunes n'écoutent plus rien, ils sont fous, ils se promènent dans la rue pour n'importe quoi, avec leur pancarte, etc. Ils s'habillent n'importe comment. Ils n'écoutent plus les règlements de l'Église, à leur école, ils vont des fois même plus à l'école, ces Moses-là. Et donc, de ce côté-là, c'est vu comme un problème social super intense. Et non seulement un problème social super intense, mais un problème qui en engage, qui cause d'autres problèmes, comme une espèce de cascade. Et un de ces problèmes-là, bien sûr, puisqu'on est dans la criminologie, vous vous attendez, c'est une hausse de la criminalité.
Bon, il y a plein de gens qui ont dit après ça, ben écoutez, c'est vrai que la criminalité, c'est problématique. C'est pas tout le monde qui est Durkheim encore. Durkheim, il comprend la criminalité sur un plan complètement différent. Vous vous souvenez de ça? Les gens vont être d'accord, des analystes vont être d'accord pour dire que la criminalité est un problème, et surtout si on a l'air d'être dans une spirale d'augmentation infinie de la criminalité, mais c'est un peu ça qu'on est dans les années 70, dans les années 80 aussi, on a l'impression que la criminalité va augmenter, et qu'on n'a plus le contrôle du tout là-dessus. Bon, depuis les années 91, 12, 13, nous, on sait très bien que c'est pas le cas, que cette hausse-là n'était pas infinie, elle pouvait elle s'est résorbée complètement. Mais à cette époque-là, ça avait l'air assez paniquant. Et donc, il y a un problème source, qui est la désubordination pour ces gens-là. Alors que pour d'autres, c'est plutôt une solution. C'est une bonne chose que les gens se libèrent de ces pouvoirs-là qui étaient sclérosés, qui mettaient en place des injustices, etc. Mais pour les plus conservateurs, non, c'est un énorme problème en soi. Mais en plus, même si c'était pas un problème en soi, ça causerait le problème qu'on appelle la criminalité. Donc, c'est un problème social. Et là, c'est intéressant de voir à quel point ces groupes sociaux-là se positionnent différemment sur essentiellement la même réalité. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui inventent un peu des faits, là, qui exagèrent peut-être, on le voit bien, mais même sur un fait qui est reconnu de tous, on peut avoir une opinion complètement différente. On peut être d'accord que le taux de criminalité, c'est X, mais ne pas s'entendre à savoir est-ce que c'est un taux de criminalité qui est paniquant, qui est insécurisant, ou est-ce que c'est un taux de criminalité qui est, bon, ça ne veut pas dire là, qu'on accepte de se faire victimiser nous-mêmes, là, mais on peut quand même, d'un autre côté, juger que ce taux de criminalité-là, le même, X, lui, il est quand même acceptable. C'est correct, on n'a pas besoin de développer des nouveaux budgets, des nouvelles politiques, des nouvelles lois, etc. pour essayer d'enrayer un taux qui, finalement, est plutôt de type résiduel. Donc, ça met fin au film sur... ouais, en tout cas, on peut appeler ça un film. En tout cas, aux vidéos sur les problèmes sociaux. Je vous invite à regarder celui aussi sur l'industrie du problème social, parce que, évidemment, quand on commence à... Là, j'en ai glissé un mot ou deux ici et là, en parlant de ceux qui se positionnent pour nommer, identifier, décrire, et bien sûr, offrir une solution au problème. Et ça, évidemment, ça va créer une espèce d'industrie du problème social, et c'est là-dessus que porte le prochain vidéo. Donc, bye!